Bonjour à tous, on est ensemble pour C'est la santé et on va parler du cancer colorectal aujourd'hui. C'est le deuxième cancer le plus meurtrier en France. Il regroupe les cancers du côlon et du rectum. Alors plus il est dépisté tôt, plus il se guérit. C'est tout l'enjeu du dépistage organisé dont on parle beaucoup ce mois-ci. Avec nous pour en parler, docteur Laurence Leretraite, médecin de santé publique à Arcade. Bonjour. Bonjour. Donc vous vous occupez justement du dépistage organisé qui est en cours en ce moment. Et professeur Igor Sielesnev, chirurgien digestif à l'hôpital de la Timone. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. On va déjà rappeler ce qu'est le cancer colorectal. Alors, il touche le côlon. Où se situe le côlon, professeur Sielesnev? Le côlon est un organe qui appartient au tube digestif et il constitue la portion terminale de ce tube digestif. Il fait suite à l'intestin grêle et puis il va se terminer au niveau du rectum. Et ce sont donc ces deux organes qui peuvent être atteints par les cancers dont nous devons parler aujourd'hui. Alors justement, qui est touché par le cancer du côlon, aussi bien les hommes que les femmes? Je crois que c'est un cancer qui touche tout le monde. Les chiffres sont en augmentation avec 40 000 nouveaux cas par an environ. Pourquoi autant de cas? Il y a de nombreuses raisons à cela, mais je crois que les principales sont sans doute liées à des facteurs environnementaux. Nous sommes en rapport avec des polluants, avec des aliments qui peuvent être cancérigènes, peut-être un régime déséquilibré, parce que nous mangeons énormément de viande, un régime très carné, peu de fruits, peu de légumes, et tout ça concourt à faciliter la survenue d'un cancer colorectal. Et puis le dépistage est de bien meilleure qualité, et je suis certain que l'on parvient à diagnostiquer ce cancer parfois chez des patients qui seraient restés asymptomatiques ou qui auraient eu d'autres problèmes de santé avant qu'on le découvre. Alors justement, c'est ce que j'allais vous demander, docteur Leretraite. Quel est l'objectif du dépistage? C'est essayer de dépister plus tôt ce cancer chez le plus de monde possible? Tout à fait. Le but, en fait, c'est de détecter l'idéal, une lésion précancéreuse, appelée le polype. Puisque un polype pour 1000 deviendra un cancer au bout de 10 ans. Et il faut savoir qu'à 65 ans, un tiers de la population est porteuse d'un polype. Donc si on trouve un polype, on peut le soigner, l'enlever, et on pourra éviter à la personne d'avoir éventuellement un cancer plus tard. Et sinon, le but, c'est également de trouver des cancers, mais à un stade le plus précoce possible, parce que plus le cancer, bien sûr, est détecté tôt, meilleures seront les chances de guérison. Alors, quels sont les signes qui doivent alerter? Donc, justement, on parle de dérèglement du transit. À quel moment il faut s'inquiéter? Donc, même si on n'a pas reçu forcément l'invitation à aller se faire dépister, qu'est-ce qui doit provoquer l'interrogation? Alors, peut-être en amont de votre question, il est important de dire que le polype n'est pas symptomatique. Ou très peu, parfois simplement quelques saignements. Ça inquiète les patients, ils consultent en général assez rapidement. Et puis les autres symptômes, des difficultés du transit intestinal, ou des saignements plus importants, des douleurs abdominales, ça survient vraiment à un stade beaucoup plus avancé lorsque le polype est déjà transformé, lorsqu'il y a un cancer. Donc il faut s'inquiéter très vite. Et je crois que le moindre symptôme digestif inhabituel, surtout s'il s'agit d'un saignement, doit faire consulter les patients très rapidement, un spécialiste, voire son médecin traitant. Et du coup, donc ça peut ne pas faire mal, c'est ça qu'on comprend aussi. On peut avoir un polype sans forcément avoir donc des symptômes. Et du coup, à ce moment-là, quand on a une hérédité justement dans la famille, quand il y a eu d'autres cancers de ce type, il faut aussi consulter? Alors je crois qu'il y a là deux messages très importants. Le premier, c'est le caractère asymptomatique des polypes. Le deuxième, c'est le risque avec un terrain favorisant, notamment des antécédents familiaux. Et c'est là, encore une fois, tout l'intérêt du dépistage, parce qu'il se place en amont de la symptomatologie. Un patient qui ne se plaint de rien va passer un test de dépistage qui peut se révéler positif. À ce moment-là, une batterie d'examens est enclenchée. Et on va découvrir soit des polypes, soit un cancer que l'on va prendre en charge à un stade précoce. Alors à qui s'adresse le dépistage? C'est une population bien ciblée, c'est Oui. à partir de 50 ans, c'est ça? Voilà, alors attention, effectivement, il y a deux types de dépistage. Il y a le dépistage par coloscopie qui va s'adresser à des gens à risque, je vais le développer. Et puis après, il y a le dépistage par test hémoculte. Donc le test hémoculte, c'est un test qui se présente comme ça.
sous forme de petits cartons. C'est un recueil de sel qui se fait à la maison. Et ce test s'adresse aux hommes et aux femmes de 50 à 74 ans qui ne présentent aucun antécédent familial de cancer de l'intestin, aucun antécédent de polype, aucun signe clinique, donc qui n'aurait a priori aucune raison d'aller faire une coloscopie. Et du coup, donc là, en ce moment, mois du dépistage, on reçoit chez soi, quand on a plus de 50 ans, une lettre. C'est ça qui nous invite à aller voir son généraliste pour recevoir ce test? En fait, on le reçoit donc tout le temps. Depuis, oui. Dans les Bouches-du-Rhône, cette campagne existe depuis 2003. Elle a été généralisée à la France entière en 2008. Effectivement, tous les hommes et les femmes de 50 à 74 ans reçoivent une lettre d'invitation à aller retirer le test chez son médecin généraliste. Et le mois de mars est donc le mois de sensibilisation au dépistage, au cancer colorectal, à sa prévention, à son dépistage. Donc avec beaucoup d'actions de communication de la part des médias, mais également des professionnels de santé. Alors justement, combien de personnes le font réellement? Je crois que la région PACA fait partie un peu des mauvais élèves, si on peut dire, parce qu'on est à 29% de personnes qui le réalisent, contre 31,7% au niveau national, 45% en Europe. On est peu sensibilisés, nous, population du Sud-Est. C'est vrai que, d'une manière générale, nous, en France, la prévention est venue assez tardivement par rapport à certains pays européens du Nord. Effectivement, en PACA, on est un peu les mauvais élèves. On se situe effectivement autour de 30% de participation. Pourquoi? C'est certainement multifactoriel. Déjà, ce dépistage nécessite une manipulation des selles qui peut peut-être peut gêner certaines, peut faire un peu peur, gêner certaines personnes. Donc des freins également peut-être culturels, et puis aussi des freins socio-économiques. La région PACA étant une des régions, c'est vrai, les plus pauvres de France, et les études ont montré que ce sont souvent les populations les plus précaires qui participent le moins au dépistage. Igor Sieleznev, combien de patients arrivent chez vous en ayant fait le dépistage, justement? Est-ce que automatiquement ils l'ont fait ou pas forcément? Alors c'est très intéressant parce que nous avons deux catégories de patients. Des patients pour lesquels on a découvert malheureusement un cancer colorectal, mais parce qu'il a présenté des symptômes, des hémorragies, et à ce moment-là, un bilan a été fait, une coloscopie. Donc ça n'est pas dans le cadre du dépistage. Et puis d'autres patients se présentent parce qu'ils ont eu le dépistage, ils ne se plaignaient de rien, et le dépistage a mis en évidence une anomalie, un saignement. Et donc, à ce moment-là, ce malade a eu une coloscopie qui a permis de faire le diagnostic de cancer. Il est adressé au chirurgien à ce stade. Donc, c'est un patient asymptomatique. Ça, c'est très important de le noter. Alors, donc, justement, vous parliez de la coloscopie il y a quelques minutes. Donc, la coloscopie, c'est déjà, on va peut-être dire un peu comment ça se passe. C'est l'examen du côlon, c'est ça? L'idée, c'est d'observer avec un tube à l'intérieur du côlon. Alors c'est ça, voilà. Nos collègues gastro-entérologues font ça très très bien. Ils utilisent des fibroscopes souples qui permettent d'explorer la totalité du rectum et du côlon. C'est un examen qui n'est pas pénible, qui est réalisé avec une sédation, donc dans de très très bonnes conditions de confort, dont la durée est d'une vingtaine de minutes, et qui permet d'explorer la totalité du côlon et du rectum au prix d'une préparation préalable qui permet de purger totalement le tube digestif. Et le patient est endormi, du coup, dans ce cas-là, ou pas forcément? Il peut l'être dans la plupart des cas. Alors, le patient a de préférence endormi, c'est beaucoup plus confortable. Oui. Il ne garde pas de mauvais souvenirs de l'examen. Donc cette coloscopie, elle est préconisée quand on est une personne à risque. Voilà, alors il y a deux cas de figure, effectivement. Une personne à risque, c'est-à-dire antécédents familiaux premier degré, père, mère, frère, sœur, de cancer colorectal, ou alors que l'on a eu soi-même des polypes, ou alors des maladies inflammatoires de l'intestin, maladie de Crohn, rectocolite hémorragique. Donc ces personnes-là sont à sur-risque de cancer colorectal et doivent relever d'une coloscopie. Et puis après, donc, il y a tout le reste de la population, environ 75% de la population générale. Eux, donc, relèvent d'un test hémoculte, du test de recherche de sang dans les selles. Et donc, ils doivent retirer ce test chez leur médecin et le faire à la maison. Alors justement, je vous propose de regarder un reportage. Nous avons rencontré une malade qui est guérie d'un cancer du rectum. Depuis 7 ans, elle vit avec une stomie, une sorte de court-circuit dans la digestion. Reportage à l'hôpital de la Timone. Plusieurs modèles de poches. Donc dans un premier temps, on peut essayer de porter celles-là qui sont très fines. Depuis 7 ans, Josiane vit avec une de ces poches collée contre son corps. J'ai vu des saignements, j'ai consulté mon médecin de famille qui m'a fait une visite et qui s'est inquiété. Donc il a
il m'a préconisé de prendre, il m'a pris un rendez-vous avec le professeur Sielnev. Et bon, il s'est avéré que j'avais un cancer du rectum. Donc on m'a opéré, on m'a fait une stomie que j'ai depuis. Ça va faire 7 ans ce mois-ci. Au cours d'une intervention chirurgicale pour enlever la tumeur, les médecins ont dû lui retirer l'anus. Une petite ouverture appelée stomie permet d'évacuer les matières fécales. La problématique chez ces patients, c'est qu'ils ont une perte de la continence. Donc par l'intermédiaire des poches de recueil, nous on va redonner une continence à ces patients. Donc il faut déjà qu'elle soit appropriée à la taille du patient. Ensuite, il faut qu'elle soit complètement adhésive. Il faut qu'il y ait un filtre très efficace pour éviter d'avoir des odeurs, puisque le fait de perdre la continence, on a un transit qui est irrégulier. Elle apprend aux patients comment faire sa toilette et changer la poche pour qu'il soit indépendant le plus tôt possible. Pour les malades, difficile de s'habituer à ce bouleversement. Certains peuvent se retrouver sidérés au moment où ils se réalisent qu'ils ont, et c'est du réel, hein, elle y est la poche à ce moment-là, la poche au niveau de leur abdomen. Et là, ça commence sur une sidération pour ces patients-là, et ça demande à être accompagné de façon bienveillante. Bien souvent, ils ne peuvent pas le regarder, ils regardent de l'autre côté. Petit à petit, il faut faire avec cet élément étranger. Josiane décide de ne pas le cacher à ses proches. Tout le monde est au courant dans ma famille, mes amis proches. J'ai eu des étapes très difficiles parce que bon, l'appareillage se colle plus ou moins bien, alors ça se décolle. C'est une panique, insensiblement, on nous apprend. Et puis maintenant aussi, chaque fois, il y a des nouveautés dans l'appareillage. Et puis bon, maintenant, il n'y a aucun souci. On peut aller à la plage, on peut voyager. Les personnes qui veulent le faire, bien entendu, il n'y a pas de souci. Le cancer colorectal est le 3e cancer le plus fréquent en France. Plus il est détecté tôt, mieux il se soigne. Alors, on parlait donc du test à réaliser, du test hémoculte à réaliser pour dépister ce cancer. Que faire justement quand on a renvoyé le test? Comment ça se passe ensuite? On attend les résultats, on les a sous combien de temps par exemple? Donc le test part dans un centre de lecture, un laboratoire. La personne va avoir ses résultats environ au bout de 15 jours. Donc soit le test est négatif, ce qui est le cas de 98%, en 98% des cas, la personne sera réinvitée dans 2 ans après. Soit le test est positif, et là, à ce moment-là, la personne reçoit un courrier, ainsi que son médecin traitant, l'informant du résultat et l'informant surtout du fait qu'il faut absolument qu'il fasse une coloscopie pour voir pourquoi le test était positif. D'accord. Et lorsque cette coloscopie est réalisée, dans environ la moitié des cas, la coloscopie est normale. Bon, dans ce cas, la personne sera tranquille pour 5 ans. Ou alors, la coloscopie peut mettre en évidence un polype, environ 25% des cas, qui sera alors enlevé, ou voire un cancer dans environ 15% des cas. Alors justement ça, Igor Sielnev, comment ça se passe quand on détecte un polype? Dans quel cas on décide de le retirer ou pas? Parce que le polype peut être bénin ou malin, et du coup, à quel moment il faut l'enlever? Au moment où le gastro-entérologue fait l'endoscopie, la coloscopie, il réalise des prélèvements et ces prélèvements sont analysés. Dans le meilleur des cas, il s'agit d'un prélèvement complet où il retire la totalité du polype, mais ça n'est pas toujours possible. Et dans ce cas, de simples fragments sont analysés et nous permettent de savoir si le polype est bénin ou s'il y a déjà une étape franchie, s'il est en train de dégénérer ou si c'est déjà devenu un cancer. Donc, du coup, dès que c'est possible, vous l'enlevez à ce moment-là. Il faut à ce moment-là opérer le malade. Là, on ne peut pas s'en passer. Et le cas de cette patiente est assez démonstratif. Hein. Vous voyez, elle s'est plainte de saignements. On l'a opérée. Mais il faut dire qu'actuellement, la chirurgie a connu des progrès prodigieux. Et on dispose aujourd'hui de techniques qui permettent d'éviter ou de reculer cette chirurgie qui est tout de même mutilante. Donc on parvient maintenant à réséquer le rectum sans faire de poche et ça je crois que les patients apprécient beaucoup. Et du coup, donc l'idée, on retire voilà, le polype quand c'est possible et quand on s'y prend à temps. Et parfois, donc, la tumeur a pu envahir d'autres endroits de l'organisme. À ce moment-là, on a des traitements plus lourds, donc, comme la chimiothérapie, la radiothérapie, c'est ça? Donc le traitement du cancer qu'on connaît, quoi, qui est plus... Et oui, le traitement du cancer, c'est toujours un traitement multidisciplinaire pour le côlon et le rectum, comme pour les autres pathologies cancéreuses. Et c'est un travail d'équipe
C'est-à-dire que le chirurgien est épaulé dans son travail par les équipes d'oncologie, c'est-à-dire les spécialistes qui réalisent les chimiothérapies, par les équipes de radiothérapie également. Et c'est la conjonction de ces 3 thérapeutiques qui aujourd'hui permet d'espérer la guérison, en tout cas de très très bons résultats avec ce type de tumeur. Justement, un mot sur le pronostic vital de ce cancer. Est-ce que c'est un cancer dont on guérit bien? Je crois que sur 40 000 nouveaux cas, on parle quand même de 15 000 décès par an. C'est pas anodin. Donc du coup, le but, c'est ça, c'est d'essayer de le détecter le plus tôt possible, quoi. Oui, l'objectif, c'est de détecter rapidement, parce qu'on sait le pronostic dépend du moment du diagnostic et du stade de la lésion. Si la lésion est à un stade débutant, à ce moment-là, le traitement sera facile, parfois même endoscopique, ça peut être suffisant. Et dans les autres situations, on s'appuiera sur la chimiothérapie, sur la radiothérapie, sur la chirurgie, qui reste la clé de voûte de cette thérapeutique. Mais on a besoin de tout cela, et surtout d'un dépistage précoce. Il faut bien insister. On a parlé donc du dépistage qui se faisait entre 50 et 74 ans. Si on ne rentre pas dans ces tranches et qu'on a 35 ans, mais qu'on a éventuellement un doute ou des quelques symptômes comme des saignements, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? On se dirige vers qui? Alors, effectivement, lorsqu'on est une population à risque ou que l'on a un doute, il faut se diriger de toute façon vers un gastro-entérologue. Lorsqu'on a des antécédents familiaux au premier degré, souvent les gastro-entérologues préconisent une coloscopie en général 5 ans avant l'âge de l'apparition du cancer dans la famille. Par exemple, si on a son père qui a eu un cancer du côlon à 50 ans, il faudra que le descendant fasse une coloscopie 5 ans avant, vers 45 ans. Donc ça, c'est en théorie. Donc effectivement, avant 50 ans, au moindre doute, au moindre antécédent, on fait une coloscopie. Après 74 ans, bien évidemment, le dépistage ne s'arrête pas là. Donc la personne ne rentre plus dans le dépistage organisé, mais elle peut faire une recherche de sang dans les selles en laboratoire, ou voir une coloscopie si elle présente des symptômes également. Alors on a parlé tout à l'heure de la coloscopie classique. Il existe aussi la coloscopie virtuelle, donc où là on n'a pas besoin d'être endormi, c'est ça? Comment ça se passe? La coloscopie virtuelle est un examen qui est réalisé sous contrôle tomodensitométrique, c'est-à-dire sous scanner. Évidemment, cela évite un examen désagréable aux malades. Alors, beaucoup sont demandeurs à l'heure actuelle d'un dépistage ou d'examen par scanner. Et je dois dire que ça rend service dans bon nombre de situations, mais malheureusement, le scanner, pour l'instant, n'a pas une sensibilité et une spécificité aussi bonne que la coloscopie. C'est-à-dire que le radiologue peut être trompé par exemple, des images de matière qui sont là, qui sont résiduelles, ou alors il pourrait ne pas voir des polypes qui sont encore très petits. D'accord, donc c'est un examen qui se fait quand même moins que la coloscopie plus traditionnelle. La coloscopie reste la référence. C'est un examen, la coloscopie, ce qui est payant, pour donner une idée, est-ce que c'est remboursé par la sécurité sociale? Est-ce que vous avez une idée pour donner aux Oui, bien sûr, c'est remboursé par la sécurité sociale dans la mesure où l'indication est correctement posée. Il n'y a évidemment aucun problème de prise en charge. En ce qui concerne le dépistage, donc là on a parlé de ce test Hémoculte. Donc là l'idée c'est de l'année prochaine d'avoir un nouveau test donc, qui sera un petit peu plus facile à utiliser. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? On l'aura dit d'ici combien de temps par exemple? Oui, alors c'est vrai que le gouvernement nous l'annonce depuis un petit moment. Je pense qu'il sortira probablement fin 2014. C'est le test immunologique. Donc ce sera le même principe, ce sera un recueil de sang dans les selles qui se fera également à la maison, qu'il faudra le retirer peut-être chez son médecin. Et il faudra un seul prélèvement au lieu de 3 prélèvements. Et la sensibilité sera de 60 à 70%. Voilà. Parce que c'est vrai que là, le fait de devoir faire 3 prélèvements, on le fait chez soi, mais ça peut expliquer le fait que peut-être la population ne se prête pas encore assez au jeu du dépistage. Oui, c'est vrai que c'est le test Hémoculte qui est quand même effectivement un peu contraignant. 3 prélèvements, notamment pour les personnes qui sont constipées, c'est un peu compliqué parce il y a quand même un délai à ne pas dépasser entre le moment où on fait le premier prélèvement et le moment où le test arrive au laboratoire. Donc il ne faut pas dépasser un délai d'une dizaine de jours. Donc là, le fait qu'il y ait un prélèvement, déjà, ce sera nettement plus simple. Oui. Et là, dans ce cas-là, quand on a fini de faire ce test Hémoculte, on le renvoie directement? Comment ça se passe? On va le déposer chez son médecin généraliste? Non, on le renvoie avec le test. En fait, il y a tout un kit, il y a une enveloppe avec l'adresse du laboratoire dessus. Donc la personne met le test dans l'enveloppe à la boîte aux lettres. D'accord, et on a la réponse chez soi également, voilà. 10 jours après. Tout à fait.
Donc on a parlé de la coloscopie tout à l'heure. Comment on explique que le nombre de cancers augmente malgré le fait qu'on fasse de plus en plus de coloscopies? Est-ce que c'est lié, selon vous, Igor Siesnev? Ça peut avoir un lien, bien sûr, parce que on découvre davantage de lésions à un stade plus précoce, l'environnement, ça je dois insister là-dessus, et puis on connaît de mieux en mieux aussi des formes familiales maintenant de cancer. On parle de HNPCCO, de syndrome de Lynch, qui associent des cancers de diverses natures et qui surviennent à un âge de plus en plus précoce. Alors ça peut faire l'objet ensuite d'une enquête génétique auprès des oncogénéticiens. Et je crois qu'on voit de plus en plus de patients jeunes atteints de cancer, malheureusement. Mais en termes de causes, donc vous avez parlé des causes environnementales qui ne sont pas encore, on n'a pas identifié précisément les raisons de la survenue de ce cancer en particulier. Donc il y a les causes héréditaires, mais il n'y a pas de cause vraiment établie, même si on sait que manger quand même trop de viande, ça peut avoir un impact négatif. Ça. Oui, c'est ça. L'alimentation a un rôle très important, notamment le rôle protecteur des fibres est bien connu. Maintenant, on sait aussi que la place de la biologie moléculaire est très importante et les recherches sont menées dans ce domaine principalement pour découvrir vraiment les mécanismes intimes de survenue des cancers. Justement, quel est un peu l'espoir d'avenir donc pour est-ce qu'il va y avoir des nouveaux traitements? Qu'est-ce que vous attendez de demain pour peut-être mieux soigner ce cancer? Alors, beaucoup de choses. Je vais résumer ça en quelques points. Le principal est certainement la prise en charge thérapeutique combinée des malades. Alors, on a vu par exemple le cas de cette dame qui avait un cancer du rectum. Aujourd'hui, le cancer du rectum se soigne d'abord par la radiothérapie, souvent par une radiochimiothérapie, et puis ensuite la chirurgie arrive en deuxième ligne. Lorsque le volume tumoral est plus faible, on peut faire cette chirurgie de façon beaucoup plus simple, par exemple par voie celluloscopique. Là maintenant c'est devenu tout à fait donc, courant. Celluloscopique, c'est on introduit un microscope Alors on évite de faire une grande incision au niveau du ventre, mais on introduit une caméra et des instruments par de petites incisions centimétriques qui permettent de faire une opération selon les mêmes standards qu'une chirurgie ouverte, bien sûr. Mais avec un avantage, un bénéfice pour le patient qui est considérable parce que cela évite les douleurs post-opératoires. Il n'y a pas de cicatrice, on peut reprendre une vie normale beaucoup plus rapidement et je crois que les patients sont très satisfaits. Donc ça, c'est ce qu'on attend de demain. Justement, quelles sont vos attentes, docteur Le Retraite, au niveau peut-être plus du dépistage? Donc effectivement, nous, nos attentes, on attend effectivement aussi beaucoup du nouveau test qui va sortir, mais surtout, on attend une implication approfondie de la part des médecins généralistes qui sont au cœur de ce système, puisque c'est eux qui distribuent le test, c'est eux qui doivent convaincre, qui sont au premier plan pour convaincre leurs patients. Et puis nous, on essaie de transmettre un peu des chiffres quand même clés sur la participation. Alors certes, l'hémoculte, on l'a vu, n'est pas parfait puisqu'il a une sensibilité que de 50%, c'est-à-dire qu'il peut laisser passer des lésions. Mais s'il est fait tous les 2 ans, ce test reste efficace. Et nous, dans notre département, ce test a permis, rien que dans les Bouches-du-Rhône, de dépister et traiter plus de 3000 polypes et 1800 cancers. Et sur ces cancers dépistés, ils étaient dans 70% à un stade précoce. Et ça, c'est très important puisque lorsqu'un cancer colorectal est découvert hors dépistage, il n'est précoce que dans 25% des cas. D'accord, donc là, ça permet d'aller plus vite et de mieux soigner forcément le malade. Une question que je me posais, au niveau des patients qui vivent comme cette dame, par exemple, avec une poche, est-ce il peut y avoir des interférences avec la vie sexuelle ou pas du patient? Est-ce que c'est des questions que les patients vous posent quand il y a comme ça un retentissement fort sur la vie quotidienne? Ah oui, bien entendu, ils sont inquiets pour toutes les dimensions de leur vie quotidienne, que ce soit l'aspect sexuel, mais également plus simplement l'aspect professionnel, la vie sociale. Donc ils sont très inquiets, ils se posent la question, ils se demandent s'ils vont pouvoir poursuivre une vie normale. Et là, c'est notre rôle et puis aussi celui des psychologues de les rassurer parce qu'ils vont retrouver une vie strictement normale, passer la phase de l'intervention, des traitements qui sont bien sûr fatigants. Et il faut plusieurs mois pour récupérer, retrouver une forme normale. Mais la vie normale est possible. En tout cas, il y a un suivi important, même là pour des gens qui sont guéris et on sait que tous les ans, ils vont passer des examens justement pour être bien suivis et voir s'il n'y a pas une évolution du cancer. C'est ça se fait tous les ans à peu près. Oui, le suivi est capital.
On sait qu'il y a un risque de voir apparaître des métastases, principalement hépatiques, parfois péritonéales, et que ce risque de voir apparaître les métastases est d'autant plus fort que l'on est proche du moment de l'opération. Alors, en pratique, cela veut dire que les malades vont être surveillés de façon très rapprochée les 3 premières années, tous les 3 ou 4 mois. Et ils auront un examen clinique, ils auront des explorations, et ils auront des scanners pendant cette période. Et puis, ces examens sont espacés et la surveillance dure globalement 5 ans. Mais les patients vivent cela avec angoisse parfois, sont également rassurés de savoir qu'ils ont une surveillance, qu'ils sont suivis, et ils partent la plupart du temps soulagés de leur consultation, sachant que les examens sont strictement normaux. Alors avant de conclure cette émission, un mot sur un forum patient qui se tient donc justement sur ce thème, sur le cancer colorectal. Il aura lieu à Marseille, à l'hôpital de la Timone, mardi 26 mars, de 17h30 à 20h. Donc c'est une conférence débat à laquelle il faut s'inscrire, donc sur le site qui s'affiche. Vous y serez, Laurence Le Retrève, justement. Voilà, professeur Silesneff également. Voilà, merci à vous de nous avoir suivis. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau C'est la santé. Excellente journée à tous.